Priorité au direct. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je sais, vous avez entendu le nom de Christophe Roux et vous voyez Philippe Bourrier qui est à l'écran. Ça doit surprendre. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas remplacé notre Christophe national. Il y a eu juste un tout petit problème technique puisque vous savez que nous sommes en visio. Hop là, voilà. Et donc, on va souhaiter la bienvenue à notre chroniqueur du jour, Monsieur Rudy Kazi, qui vient tout juste de terminer une grande conférence internationale sur l'Afrique. Bonjour Rudy. Ouais, bonjour à tous. Ça va Philippe? Oui, très bien. Christophe, il nous fait des infidélités là. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il était avec nous il y a quelques secondes et du coup, il y a eu un petit problème technique, mais il va revenir vraiment incessamment sous peu. Et donc, du coup, tu vas pouvoir nous en parler tranquillement de cette conférence. À quel sujet et qui y avait d'ailleurs à cette conférence? Ouais, écoute, c'était une conférence plus qu'intéressante en fait, qui en fait était portée sur l'aspect de la résilience, notamment en période de crise causée par le Covid-19. Et donc des propositions à faire, notamment pour un nouveau type, on va dire, de gouvernance mondiale. Donc il y avait des personnalités importantes du milieu de la finance africaine. Voilà, je donne des noms comme ça, Tidiane Thiam. Il y avait comment il s'appelle, Madame Vera Songwe, qui est secrétaire générale adjointe aux Nations Unies notamment. Enfin voilà, plein de personnes comme ça, des ministres, une ministre égyptienne, un ministre sénégalais, et in fine, donc il y avait trois tables rondes. Et la dernière table ronde concernait cinq présidents africains: Macky Sall, Alassane Ouattara, Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Mahamadou Issoufou, président du Niger, et Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone. Mais voilà, grosso modo, il s'agissait de faire un petit peu état des lieux de la gestion du Covid-19, déjà sur le plan sanitaire, et aussi un petit état des lieux sur la réalité économique qui frappe pas mal de pays africains. Bon, voilà, grosso modo, ce qu'il en ressortait, c'est que les pays africains ont su faire face, en tout cas dans ce qui a été dit, ont su faire face donc à la crise sanitaire, tant sur le plan technique avec l'approvisionnement de masques, pas forcément de tests, mais au moins de masques et de solutions hydroalcooliques. Et ensuite, on a quand même parlé de tout ce qui relevait donc des conséquences sur le plan économique. Et là, effectivement, pas mal d'appels ont été lancés pour trouver des solutions pour réduire la dette africaine, que ce soit la dette, la dette économique ou la dette sur le plan commercial, pour que l'Afrique puisse continuer en fait de développer son économie au lieu d'être freinée, alors que l'Afrique est quand même le continent qui enregistre la plus grande croissance à travers le monde, et la croissance en pleine croissance aussi. Donc voilà, c'était assez intéressant d'entendre tout ça. C'était donc animé par Richard Attias. C'est Richard Attias qui a été un des éléments qui avait aidé notamment Nicolas Sarkozy en 2007 à parvenir à la dernière marche donc de l'élection présidentielle. Et donc c'est au travers de sa société, qui est en fait une boîte en fait de conseil, etc., qui met en place ce genre d'événements pour aboutir en fait à des solutions sur le plan international de cohésion des États. Donc voilà, grosso modo, quoi. Et du coup, Rudy, comment vous avez fait cette conférence? Parce que je suppose que physiquement, vous n'êtes pas réunis au même endroit, parce qu'il y a ce principe de distance et de distanciation, bien sûr, puisqu'on est toujours post-Covid, mais on est toujours dans cette problématique qui n'est pas finie, loin de là, faut absolument pas se relâcher. Et donc, comment vous êtes intervenus, comment se passait la gestion? Est-ce qu'ils font comme nous en visioconférence, et surtout où est-ce qu'on peut retrouver ces échanges et les travaux de cette conférence? Alors, effectivement, compte tenu de la situation actuelle, les vols internationaux sont rompus, effectivement, à part les vols commerciaux qui sont
importants, notamment pour l'approvisionnement de certaines denrées alimentaires importantes, etc. Voilà, ça c'est effectivement donc la conférence est en fait la conférence s'est déroulée sur plusieurs capitales, donc forcément Niamey au Niger, Abidjan en Côte d'Ivoire, etc. Et donc forcément New York et aux États-Unis pour Richard Attias, puisque ça se fait en fait est basé à New York. Et donc, ça s'est fait effectivement par visioconférence avec chaque intervenant qui, de son bureau, était en capacité de pouvoir répondre, ce qui a posé parfois des petits problèmes techniques, mais grosso modo, Super. globalement, ouais, ça s'est bien passé. Bah, n'hésite pas à nous mettre le lien pour que bien sûr. les auditeurs puissent bah, déjà, l'événement a été enregistré et l'enregistrement est déjà en ligne, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Et il y a des choses aussi qu'on va pouvoir recevoir, peut-être des notifications écrites sur ce qui s'est passé pour récapituler un petit peu tout ça. Non, franchement, il y a des choses intéressantes. Je vais certainement rédiger un petit papier, une petite tribune, parce que bon, il y a des belles choses qui ont été dites, mais après, il faut mettre tout ça en parallèle à la réalité. Et là, c'est beaucoup moins, pas forcément aussi joli qu'on Merci à toi. Merci de ton retour. Et on attend ta tribune avec impatience. Et donc, ça me permet de pouvoir passer la main à notre Christophe national. Et donc, puisqu'on l'aime tant, on va réécouter son jingle parce que c'est le sien. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous, merci Philippe Boyaki en tout cas d'avoir pris un petit peu le relais parce que quelques soucis techniques, voilà, mais rien de bien méchant puisque l'essentiel c'est que nous soyons là avec Rudy Kazi qui nous a certainement et en a profité pour nous parler de ce qu'il avait fait cet après-midi à 14h, apparemment très occupé notre Rudy Kazi, bien, comment ça va mon Rudy? Ouais, très bien, ça va, merci et toi? Bon, sacrée journée aujourd'hui alors. Oui, ouais, c'était un programme intéressant, hein, dont effectivement j'ai fait un petit peu part à nos auditeurs via la petite occupation que Philippe a pu mener à l'antenne de façon très intelligente. Je pense que je vais faire un petit papier là-dessus, mais de toute façon, les éléments relatifs à la conférence, notamment l'enregistrement, est déjà disponible en fait. Hein. C'est un peu comme un live Facebook, tout de suite après, tu as l'enregistrement, quoi. Bon, permettez-moi d'avoir une petite pensée pour tous les étudiants qui viennent d'avoir le résultat Parcoursup, là, il y a quelques minutes, et qui, pour beaucoup, sont en liste d'attente. Donc, voilà, ouais. Encore la particularité Parcoursup, voilà. Je vous cache pas que là, à la maison, on est un petit peu embêté aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça, que voulez-vous. Merci d'être avec nous, en tout cas, dans une émission jusqu'à 18h30 avec, au programme, aujourd'hui, dans quelques minutes, Mohamed Moussaoui, qui est le président du CFCM, Conseil du Français du culte musulman, pour revenir sur cette affaire toujours sur les questions religieuses, puisque vous le savez, le Conseil d'État, hier, a ordonné de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Est-ce une bonne chose selon vous? C'est la question que l'on vous pose à la question sur Twitter, le Grand Forum FM2. Mon cher Philippe, est-ce qu'on peut avoir une première tendance? Est-ce que c'est une bonne chose selon nos auditeurs pour voter sur Twitter? Donc, je crois que c'est sur Fro Christophe que je l'ai mis. Je me suis trompé aujourd'hui. Voilà, c'est sur mon truc perso que je l'ai mis. On met ça tout de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voter. Mohamed Moussaoui sera avec nous dans un instant. Donc, pour nous en parler, nous donner son avis. Et puis, à 18h, on parlera d'un scandale à la RATP où les grévistes de l'entreprise auraient été fichés. Nous serons avec un délégué CGT, évidemment, pour nous en parler tout à l'heure. Il s'appelle donc Ahmed Beral, délégué donc CGT RATP Bus, avec nous dans quelques minutes. Alors, la tendance, mon Philippe, qu'est-ce que ça donne? Alors, la tendance, c'est le non à 56,9%. D'accord. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Bonne chose, quoi. Voilà. Allez, Emmanuel Macron, tu connais, mon Rudy? Philippe, tu connais? Bien sûr. Voici ce qu'il aurait confié, ce qu'il a confié à BFM. Il n'y a jamais eu, selon lui, de rupture de masque. Écoutez le président qui ose déclarer une telle chose sur une télé qui lui a fait une véritable propagande hier pour Macron. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément?
ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre en quelque sorte la distribution de ceci pour les soignants. Alors, moi, je peux me tromper, hein, évidemment, on est là pour discuter, me donner votre avis qui nous intéresse. J'appelle ça de la non-assistance à personne en danger pour le personnel médical. Je rappelle que ce même personnel médical a dû mettre des masques périmés pour certains qui n'en ont même pas eu. Et donc, lui, il est en train de nous dire tranquillement que l'État a fait une doctrine, donc a installé une doctrine pour justement qu'il n'y ait pas de manque au moment voulu. Sauf que le personnel soignant, qui est selon moi des tirailleurs des temps modernes, on les a laissés sans armes face à l'ennemi pendant 2 mois, et ça c'est intolérable. Je sais pas ce que t'en penses, Rudy. Non, mais franchement, moi je suis dépité un peu par cette façon de communiquer. Aujourd'hui, la politique, ce n'est plus le sens des responsabilités en fait que l'on prend parce que l'on est face à un peuple qui demande à être en sûreté, à être en bonne santé et à pouvoir aspirer à se développer dans sa vie et dans sa famille. Aujourd'hui, on a l'impression en fait que tout ce qui intéresse, c'est d'avoir une bonne opinion dans les médias. J'ai l'impression, il y a encore quelques semaines, c'était 61% de la population française avait une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron, c'était courant avril. Donc, on a l'impression que la variable d'ajustement, elle se fait uniquement là, au niveau en fait de l'image. Voilà, et puis on fait des sorties dans des écoles, on fait des sorties sur le terrain, on va à Pantin. Au mois de mars, alors qu'on savait que l'épidémie était là, on va dans des pièces de théâtre. Et puis en plus, quand on va à Pantin, on respecte même pas les gestes barrières, on porte pas de masque, etc. C'est Donc vrai. en fait, l'image en fait a pris vraiment le pas sur la responsabilité politique. Ouais, et on a quand même un président qui est jeune et qui n'a pas forcément ce retour d'expérience, notamment du terrain. En s'étant confronté effectivement à des situations complexes pour pouvoir par exemple gagner une élection et se rendre compte que qu'il y a une dichotomie entre presque même une réalité virtuelle entre le fait d'exercer un pouvoir politique au plus haut lieu et celui en fait de partir de la base pour se faire cette expérience-là. Donc il y a une déconnexion entre la réalité du terrain et la réalité politique qui se voit malheureusement au travers d'une façon totalement inique en fait de gérer cette crise. Franchement, je l'ai déjà dit, franchement c'est du mensonge, tu vois. Et en plus, tu vois, ce qui en devient malsain, c'est de risquer même en fait de dire que le gouvernement ment, de peur en fait que la politique en France, que les politiques en France commencent à te regarder d'un mauvais œil parce que tu les as attaqués sur quelque chose de réel. Et en plus, c'est même pas attaquer, ce n'est que dire la vérité. Et moi, je pense que les Français ne sont pas dupes. Non, la réalité, c'est que les masques, il en manquait dès le mois de janvier. Quand ils se sont rendus compte de ces choses-là, il était déjà trop tard. Donc, lorsqu'ils se sont mis à commander massivement des masques, toutes les nations qui étaient en retard sur la gestion effectivement de la crise se sont retrouvées en fait à mener des batailles sur les masques, à racheter, on l'a dit, 3 fois le prix, notamment des masques français. Les États-Unis l'avaient fait sur le tarmac d'aéroports chinois. Donc, on peut pas nous dire en fait qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques. Ils étaient peut-être pas comptables de la pénurie de masques quand ils sont arrivés, à partir du moment où ils savaient que cette crise allait arriver. Je le rappelle, Agnès Buzyn a dit qu'elle savait que le Covid-19 allait arriver en France et que de ce fait, le premier tour des élections municipales ne pourrait pas se tenir. Donc, à partir de ce moment-là, on savait et on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas. Donc, il faut toujours, en fait, bien se faire voir de la population en arrondissant un peu les angles, en montrant qu'on est sur le terrain, on se dévoile en même temps. Il y a ce reportage. Il y a ce reportage hier soir. Il y a l'enquête sur BFM TV. Non, mais c'est pas une enquête. C'est un reportage. Un reportage qui a été, Philippe peut nous le confirmer, tu l'as vu comme moi. C'est un reportage, c'est un documentaire, qu'on appelle ça d'ailleurs, de 26 minutes, tourné à l'Élysée,
C'est Oui, une promotion de La République En Marche qui a été diffusée hier soir sur BFM TV. C'est scandaleux. C'est pas la première, hein, quand tu regardes même la sortie dans les écoles, enfin toutes les sorties médiatiques de façon générale, c'est vrai que sur BFM TV ou sur d'autres mass médias, on a dû voir. Là, ça commence à se voir quand même. Voir, ça commence à se voir. Ouais, mais ça continue en fait de façon générale, et c'était pareil sous François Hollande. Il y a des chaînes comme ça qui ont du mal en fait à mettre en fait les politiques face à leurs responsabilités. Et il faut savoir aussi qu'avec Emmanuel Macron, ça perdure parce que il y a eu à un moment donné des rapprochements avec des grands patrons de médias. Ça, c'est de notoriété publique. Ça, je ne l'invente pas. Tu vois, donc c'est des médias qui sont pas dans la confrontation face à des choses qui sont mal faites vis-à-vis du gouvernement. Et c'est ça qui est dérangeant. Même les journalistes sur les plateaux, ne serait-ce que par souci de bien figurer, en tout cas de dire la vérité, et même dans un souci en fait d'authenticité sur l'information, parce que les journalistes quand même, c'est pas comme les médecins qui prêtent serment d'Hippocrate, mais quand même il y a un vœu quand même d'être vrai, d'être sincère dans l'information qu'on donne à la population, et il me semble, et je trouve, et c'est assez grave, je trouve que ce gouvernement n'est pas souvent mis en balance par rapport à ses propres contradictions. Bon. Et ça, c'est dérangeant. Bouge pas, mon Rudy. On balance la pub tout de suite et on est de retour très vite avec vous, avec encore une autre info concernant La République En Marche avant d'accueillir notre invité, Mohamed Moussaoui, président du CFCM. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et toi, mon Philippe, est-ce que tu trouves que ce reportage diffusé hier soir sur BFM TV, qui visait à voir comment le président de la République a géré la crise, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'était une promotion pour La République En Marche et pour son président? Dans un autre temps, on rappelait ça un magazine de propagande. Voilà, c'est ça. A essayé d'atténuer, de montrer qu'ils ont été au top de la réactivité jusqu'à cette phrase. Elle est insensée. Le type dit mais non, mais il n'y a pas eu de rupture. Qu'est-ce que vous me racontez, quoi? Enfin, genre, je réponds à toutes les questions en toute honnêteté. Tu t'aperçois que les questions sont connues à l'avance, qu'il répond de manière en plus déconcertante, parce que à un moment donné, tu as l'impression qu'il divague, qu'il démarre sur autre chose, il s'arrête, il va pas jusqu'au bout. Et voilà, encore scandaleux, honteux. Il y a pas d'autre mot. C'est l'art et la manière de communiquer. Et franchement, c'est terrible. C'est dans les yeux, comme Mitterrand face à Chirac, dites-moi dans les yeux que vous n'avez pas menti, etc. Non, c'est ça, c'est-à-dire en fait stoïque, totalement totalement détendu. Voilà, il arrive à dire qu'il y avait pas de rupture, quoi. Donc voilà, et pourtant nous enfin ces dires-là, on les invente pas. Ce sont pas des propos qui sortent de nulle part. Il y a des enquêtes qui ont été menées. L'enquête de Mediapart, on a vu qu'elle a été documentée. Je veux dire, il n'y a pas eu d'attaque pour diffamation contre Mediapart, quoi. Donc non, il y a eu rupture. Mais en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont pas comptables. C'est pas de leur faute. C'est-à-dire que on le sait, il y a eu une baisse du stock stratégique qui fait qu'on arrive dans cette situation. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ils savaient que le virus allait arriver en France, comme Agnès Buzyn l'avait annoté à Édouard Philippe, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir commander massivement des masques. Ils l'ont fait à partir du mois de mars. Et là, il était déjà trop tard. Donc voilà, ils n'assument pas leurs erreurs et en même temps, en fait, ils cachent en fait ce qui s'est passé. Pour moi, c'est du mensonge. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'en disent un peu les téléspectateurs sur Facebook, cher Philippe, France Maghreb 2, Christophe, le Grand Forum, c'est la page officielle de l'émission qu'il faut impérativement suivre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon cher Philippe, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que disent les gens un peu? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous? Ouais. Non, pour l'instant, il n'y a pas trop de commentaires, hormis bonjour. On s'inquiétait de ta disparition au début, hein. Ça a été une énigme pour beaucoup de personnes, et je peux t'assurer il va falloir s'habituer. Un grand moment de radio pour moi où je me suis dit, Rudy, s'il te plaît, prends ton temps. Tu sais, là où d'habitude on dit, Rudy, faut faire plus court. Là on dit, vraiment, tu vas, tu parles des détails, tu parles de la couleur des rideaux, tu t'oublies rien. Et un message un petit peu injurieux et menaçant d'un certain Soso Bourguiba, qui nous invite à aller le rejoindre à Argenteuil, sûrement pour prendre le thé ou faire la rupture du gel. Ah, bah sympa, c'est gentil ça. Ouais. Ouais, moi, les courageux des claviers, j'ai un peu de mal, quoi. Hein, ouais. Soso.
Voilà. Mais sachez que sur ce, il y aura une plainte de déposée contre vous et c'est les tribunaux qui décideront de qui a une Ah orientation oui, sexuelle différente. carrément. Ah ben je peux vous le lire pour les auditeurs à la radio, mais je demande aux oreilles chastes de s'éloigner des Non, c'est ondes. pas la peine, c'est pas la peine, tu vas pas Voilà. lui faire de la pub. Non, Hein. non, mais bon, il y a quand même des menaces. Va rompre ton jeune, tout de suite. Voilà. Oui. 01 40 33 9000, évidemment, Boire pour du nous vin appeler. et manger du saucisson avec. Ouais, voilà. Vaut mieux à la limite. Ouais. Allez, vous continuez en tout cas de commenter, bien sûr, avec la bienveillance que l'on vous connaît, habituelle, bien sûr. Chacun s'exprime. On peut ne pas être d'accord. C'est parfois houleux, mais c'est toujours respectueux et c'est important, en tout cas, de rester dans ce cadre-là. Donc, sur la page Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, eh bien, vous y allez. N'hésitez pas à partager également l'émission. Dans un instant, on sera avec Mohamed Oussaoui, avec Tarek Mami, qui seront avec nous pour nous parler de cette énième polémique autour de la réouverture des lieux de culte. Vous savez que c'était prévu au départ le 2 juin, et puis on a parlé d'avancer, de faire un 29 mai pour permettre aux cultes catholiques et juifs de faire leur fête. Du coup, les musulmans sont fâchés, il y a l'Aïd qui approche à grands pas, enfin bref, c'est un gros bazar. Le Conseil d'État donc a ordonné hier la levée de l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter. Le Grand Forum FM2, vous votez bien sûr et vous êtes en majorité à dire non, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous continuez de voter bien sûr et on se fera à l'avis l'écho de vos commentaires aussi que vous nous laissez sur justement en commentaire sur Facebook France Maghreb 2. Christophe, le Grand Forum. Allez, dans un instant. Zouzou nous dit le gouvernement est une fiction dingue d'un Luc Besson. Ah ouais. Ah, ouais, c'est pas mal, pas mal. Fallait y penser. Très bien. Sinon, l'auditeur qui insulte tout ça, tu le dégages, hein, Philippe. Hein. On t'arrive pas. Allez hop, ça dégage. Voilà. Voilà. Bon, tant que ça soit dit, quoi. Tous ceux, comme l'a répété hier si bien Philippe, tous ceux qui peuvent s'exprimer le peuvent, évidemment, dès lors que ça respecte les règles d'usage, pas d'appel à la haine, pas de discrimination, pas de racisme, pas d'insultes, bien entendu. Tout le reste est toléré. Hein, parfois, c'est un petit peu tranchant. C'est toléré. Dès lors que c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Pour le reste, ça dégage. Je préviens tout de suite. Moi, je ne tarie pas. Donc, c'est tout de suite. Hop, on passe à autre chose. Quand il y a insulte, il n'y a plus de débat. Donc, voilà. On va reprendre probablement l'antenne dans très, très peu de temps, mon cher Philippe. Allez, c'est parti. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et on est de retour, les amis, sur France Maghreb 2, dans l'émission Le Grand Forum, le LGF, l'émission phare de France Maghreb 2. Tous les jours, 17h, 18h30, pendant ce mois béni du Ramadan, dont c'est la dernière semaine. Avec, et ça c'est une première là aussi, La République En Marche, qui perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Regardez ce reportage qui résume la situation. Il arrive tout de suite. Voilà. Allez, en régie, Oui, on c'est avance là. ton reportage, s'il vous plaît. C'est parti. Donc, fini de la majorité absolue pour La République En Marche. Depuis ce matin, un 9e groupe politique est venu grossir les rangs de l'Assemblée nationale française. 17 députés, des macronistes, anciens marcheurs, ont annoncé la création d'une nouvelle formation indépendante baptisée Écologie, Démocratie, Solidarité. Le nombre est bien en deçà des attentes initiales. 58 députés étaient annoncés, mais la défection de 7 élus du groupe LREM est apparentée réussi à faire perdre de justesse la majorité aux macronistes. Parmi ces membres, on retrouve Aurélien Taché, Delphine Batteau, Max Orphelin ou encore Cédric Villani, ancien candidat dissident à la mairie. Alors, monsieur Philippe Poirier, derniers jours, on a parlé de... Oui, donc je disais, Rudy Kazi, Philippe Poirier, est-ce que là, c'est une première quand même pour La République En Marche. Tiens, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ton avis. Sur le groupe. Oui, sur le fait que la LREM perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Un siège près, je crois. Oui, il perd la majorité absolue, mais faut-il encore voir comment ils vont voter ces députés, parce que
visiblement, enfin voilà, il y a un dossier qui va sortir dans les jours à venir. Je peux pas vous en dire trop pour l'instant, mais c'est pas sur un accord de fond et idéologique que ce nouveau groupe s'est créé. Alors, il se crée aussi avec des non-inscrits comme Delphine Bateau. Bon, je suis un petit peu surpris de voir un nouveau. Enfin, voilà. Ils ont quand même 3 ans de passif ferme à la République en marche. Je suis pas sûr qu'ils perdent leurs habitudes aussi facilement. Maintenant, ça prouve que ce parti qui prenait le renouveau applique le nouveau monde applique les méthodes de l'ancien et la fragilité de ceux qui n'y croient plus et qui sont arrivés ou alors qui sont fait bercer par de belles illusions et de belles promesses avec 80% des cadres qui venaient du vieux monde Parti socialiste, libéral et strauss-kahnien. Alors, Rudy, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur le fait que, justement, la République En Marche ait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui va pas changer, grosso modo, grand-chose, mais bon. Ouais, écoute, ouais, on se retrouve un peu dans la même situation que les frondeurs sous François Hollande, avec des petites variantes, quand même, des choses un petit peu différentes. Faut quand même se rappeler que les frondeurs, à l'époque, s'étaient parfaitement manifestés lors des différents épisodes d'utilisation du 49.3. Ça avait beaucoup amené effectivement à l'émanation donc de ces frondeurs et aussi c'est la loi de déchéance de nationalité. On a l'impression en fait qu'on se retrouve presque à peu près dans cette même configuration puisque c'est un peu consécutif à la politique donc de la République En Marche sur ces derniers mois. Je rappelle que le 49.3 avait été fait un samedi soir en douce au tout début du confinement. On se rappelle. Voilà, donc il y a quand même des choses comme ça qui sont assez extraordinaires et à mon avis, voilà, c'est une conséquence de tout ça maintenant par rapport à leur idéologie de fond. Ça reste quand même des personnes qui sont plutôt centre-gauche, qui sont proches quand même des idées, de la ligne politique de la République En Marche. Voilà, peut-être qu'ils jouent leur va-tout pour d'autres raisons qui sont plus politiques que ce que vraiment idéologique. On attendra les prochaines semaines pour en voir davantage, mais quand même, ça envoie un signe, c'est que, on va dire, l'assise politique en fait de la République En Marche, cette domination, parce que c'est quelque chose de très pyramidal, hein, la République En Marche. Tu vois, ils ont perdu effectivement cette force-là en fait, quoi. De toute façon, je trouve que c'est pas forcément un parti qui valorise si bien que ça les tendances internes, comme ça a pu exister, que ce soit chez le Parti socialiste ou chez les Républicains, etc. Il y a des tendances internes là. À la République En Marche, il y en a pas. C'est soit tu marches dans le sens, pour faire sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est soit tu marches dans le sens de la REM, ou alors voilà, t'es mis sur le côté, hein, et c'est assez impitoyable hein, quand même. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors, on va accueillir notre invité qui est avec nous et on continuera de. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer comme vidéo, si ce n'est peut-être pourquoi la Chine a reconfiné, puisqu'a priori il y a une partie de la région qui a reconfiné, on en reparlera tout à l'heure. Mais on va parler de ceux qui nous occupent aujourd'hui, à savoir du Conseil d'État qui a ordonné, vous le savez, hier de lever l'interdiction de réunion donc dans les lieux de culte. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est la question que l'on se pose. Pour en parler avec nous, le président du CFCM, Conseil français du culte musulman, monsieur Mohamed Moussaoui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2, une nouvelle fois, quelque part un peu chez vous, hein, cher Mohamed. Alors, comment réagissez-vous à ce nouveau changement, dans cet épisode, dans cette polémique, le Conseil d'État qui s'en mêle et qui ordonne donc au gouvernement de lever l'interdiction? En réalité, le Conseil d'État n'a pas ordonné la levée immédiate d'interdiction. Ce qu'il a ordonné, c'est la levée interdite de cette interdiction absolue et générale. Il lui a demandé d'édicter des règles, et des contraintes strictement proportionnées au but recherché, c'est-à-dire la protection sanitaire. C'était un peu attendu dans la mesure où l'article 10 du décret de 11 mai était rédigé de manière à créer de fait une discrimination entre les pratiquants et les non-pratiquants d'une religion et créer également la discrimination entre les établissements recevant du public
qui ne sont pas cultuels et ceux qui sont cultuels. Mais il demande quand même au pouvoir public de mettre de nouvelles règles, en quelque sorte de revoir leur copie et de rédiger cet article-là différemment pour permettre aux établissements recevant du public culturel qui puissent ouvrir avec bien sûr des conditions. Il faut réconcilier en quelque sorte la liberté religieuse avec le devoir de protéger les fidèles. Est-ce que ça change concrètement quelque chose pour l'Aïd, par exemple, pour les musulmans ce dimanche? Non, pas tout à fait, pas du tout. En réalité, le culte, nous avons déjà annoncé que le culte musulman ne peut pas reprendre ses activités à l'occasion de grands rassemblements tels que l'Aïd el-Fitr ou même la prière de vendredi. Donc, nous restons sur notre position, c'est-à-dire que nous allons commencer à reprendre nos activités par les prières journalières à partir de la date qui sera fixée par le gouvernement, la date qui sera donc possible, et puis en fonction également de préparatifs qui seraient déjà mis en place par nos différentes mosquées, puisque nous avons un document dans lequel nous avons les réglementations, les mesures de prévention à mettre en place avant toute ouverture de lieux de culte, et qui serait forcément, comme je le disais, progressif, c'est-à-dire on commencera par les prières journalières, où les effectifs sont réduits. Ensuite, après avoir fait le constat, l'observation de comment ça se passe, d'ailleurs, on aura un peu plus de temps et de recul par rapport au déconfinement qui a commencé le 11 mai. Cela nous permettra donc d'entamer une deuxième période de déconfinement d'une façon sereine avec la reprise, par exemple, des prêches de vendredi. Monsieur Moussaoui, Monsieur Mami nous a rejoint. On va vous laisser évidemment poser quelques questions dans un instant. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, mais attendez, on a ouvert les centres commerciaux, on a ouvert les transports en commun. Pourquoi on n'ouvrirait pas les lieux de culte? Qu'est-ce qui pose problème? Écoutez, il y a quand si même on adapte, évidemment, si on respecte les trucs de barrière là, eh bien, pourquoi on n'en pourrait pas, si vous voulez, ouvrir les lieux de culte pour les prières du vendredi et pourquoi pas pour ce dimanche la prière de l'Aïd? Écoutez, il y a quand même des différences substantielles entre les configurations des supermarchés et des lieux de culte. Il y a une phase statique où les fidèles vont rester assis. Il y a pendant un certain nombre de certains moments qui peuvent être longs. Il y a aussi le fait que ces rassemblements, les prières se font à des heures fixes. Donc, on a forcément un flux d'entrants et sortants sur une période restreinte. Vous allez me dire, on pourrait l'élargir. Oui, tout est possible. Par contre, les difficultés sur le terrain, elles sont nombreuses. Il y a je dirais, les contacts avec le contact qui pourraient créer la contamination sont nombreux, notamment dans la prière, par exemple, musulmane. Il y a la prosternation sur un tapis qui va être utilisé. Il faut donc désinfecter régulièrement, 5 fois par jour. C'est pas évident. Oui, d'accord, je comprends. Bien sûr, il y a ces produits qui sont utilisés pour désinfecter ne sont pas forcément sans effet secondaire. Donc, l'exposition régulière des fidèles à ces produits-là peut avoir des conséquences. Ne parlons pas du coût de ces désinfections journalières, 5 fois par jour, le port du masque, etc. Il y a plusieurs contraintes qui ne s'appliquent pas forcément de la même façon à d'autres espaces. Monsieur Moussaoui, connaissez-vous Monsieur Mami? Je pense que oui. Tarek Mami, bonsoir et bienvenue. Oui, bien sûr. Bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur Moussaoui, bonsoir à toutes et à tous. Tu peux juste tourner ton téléphone pour qu'on te voit dans la... On me voit là, voilà. On te voit renversé, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est mieux. On me voit en paysage. Voilà, c'est mieux, Monsieur Mami. C'est mieux d'être à l'endroit quand même dans la vie. Voilà. Monsieur Moussaoui, moi, ce qui m'a intrigué, il y a 7 associations et partis politiques qui ont demandé au Conseil d'État, donc j'allais dire d'agir contre la circulaire ou le décret de Monsieur le Premier ministre sur la question des fréquentations des lieux de culte. Elles sont toutes de droite, et j'allais dire de droite extrême. Il n'y a pas eu d'associations musulmanes qui se sont du culte musulman qui se sont associées, alors qu'on a entendu quand même à droite à gauche qu'il y avait de la protestation. Avez-vous été interrogé ou contacté par certains présidents des associations musulmanes pour vous demander de vous joindre à cette procédure au Conseil d'État?
Non, pas du tout. C'est le contraire, que nous avons souvent des appels de responsables de mosquées qui nous disent attention, il faut être prudent, il faut la vigilance. C'est pas encore le moment d'ouvrir, il vaut mieux repousser au maximum. Il faut commencer d'une façon progressive avec les prières journalières. Plutôt, ils sont dans la prudence, les responsables des mosquées. Ils ne sont pas vraiment dans la précipitation. Et nous avons en aucun cas, nous n'avons pas eu de cas de personnes demandant l'ouverture précipitée, anticipée des lieux de culte. Comment qualifiez-vous aujourd'hui le comportement de ce qu'on appelle les patrons de mosquées? L'islam de France nous a toujours donné l'habitude des déchirures, des engueulades, de l'islam des pays d'origine. Et cette fois, les musulmans ne semblent pas avoir fait beaucoup de bruit, en tout cas pas beaucoup de bruit dans le mauvais sens. Comment expliquez-vous? C'est votre élection, c'est le nouveau conseil, c'est une maturité qui arrive. Comment expliquer que les patrons des mosquées et que les musulmans, en tout cas les responsables musulmans, je ne dirais pas que se sont tenus à carreau, mais ont eu un comportement que l'avenir de ce pays doit retenir en mémoire? Parce qu'il est jeune. C'est vrai que les difficultés que rencontrent les mosquées sont du même ordre que les autres cultes. C'est-à-dire les fidèles, ils sont impatients de pouvoir retrouver une vie normale, mais en même temps, ils mettent en face un impératif, celui de préserver la vie. Et je pense que cet impératif qui fait partie des fondements de notre religion, je pense que les responsables des mosquées n'avaient en aucun cas je dirais le souhait ni la volonté de mettre en péril la santé de leurs fidèles pour permettre une célébration des prières dans les mosquées. Je pense qu'ils ont tous pris conscience qu'il ne s'agit pas d'une différence d'appréciation de la situation, mais quand même des choses sérieuses. C'est la vie ou la mort, c'est la contamination des personnes, notamment les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Et nous savons très bien que dans le lieu de culte, beaucoup de personnes âgées arrivent et participent aux 5 prières journalières. Monsieur Mami, peut-être qu'il serait intéressant de revenir aussi sur justement ce qui s'est passé hier soir, ce Conseil d'État qui est la plus haute juridiction de l'État, je crois, si je ne me trompe pas, qui donc ordonne au gouvernement, au Premier ministre plus précisément, de changer sa stratégie quant à la réouverture des lieux de culte. Si j'ai bien compris, alors tout à fait. Alors, expliquez-nous, qu'on fasse simple. Voilà, si on peut nuancer ça, en réalité, dans le décret, comme l'a dit un petit peu M. Moussaoui au départ, il y a 2 articles. Il y a un article 10 et un article 27. Et il y a une contradiction entre ces 2 articles, et c'est par cette porte-là qu'est entré principalement le patron des partis chrétiens-démocrates, M. Poisson, député de son État, parce qu'il a trouvé qu'il y avait une finesse juridique à prendre. Donc l'article 10 interdisait absolument toutes les réunions dans les lieux de culte, et l'article 27 lui permettait des réunions à la fois dans les lieux de culte conseils funéraires pour moins de 20 personnes et dans d'autres lieux publics jusqu'à 10 personnes. Et donc il y a cette contradiction sur laquelle ça se jouait. Bon, moi j'ai lu donc la requête. Je savais que ça allait être retoqué, mais le Conseil d'État envoie même un double message, un positif pour toute la société française, l'autre plutôt négatif pour les 7 demandeurs, parce qu'elles sont 7 associations, notamment une association d'extrême droite qui s'appelle Civitas, qui est contre le droit à l'avortement, qui était contre la diffusion de certains films dans les salles de cinéma français. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le Conseil d'État, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, met la santé, donne à la santé une situation particulière, et il l'appelle, et il dit que la santé a une valeur constitutionnelle. Ceci est très, très important, parce que dans les prochaines bataille que mèneront les soignants, les médecins, les patrons des hôpitaux pour avoir plus d'argent pour soigner les gens, ils pourront à chaque fois aller au Conseil d'État et dire que le gouvernement n'a pas respecté la valeur constitutionnelle que la santé. Et donc ça, c'est vraiment une très belle nouvelle. Nous, dans le monde des médias et des radios, on s'est battu en gros pendant 4-5 ans pour obtenir du Conseil constitutionnel à l'époque, qui est donc supérieur au Conseil d'État, la notion que la liberté d'expression est une valeur constitutionnelle. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Ceux qui ont été attaqués ont amené cette bonne nouvelle à toute la société française, et vous allez entendre parler de cette valeur. La santé est une valeur constitutionnelle. Le reste, le message donc négatif qu'envoie le Conseil d'État aux 7 demandeurs, c'est qu'il rejette la totalité de la requête. Il dit même sans les examiner.
Et en général, le Conseil d'État, quand vous perdez, cher Christophe, j'espère que vous ne perdrez jamais au Conseil d'État, vous êtes condamné quasi automatiquement à un minimum de 2000 euros. Or là, le Conseil d'État s'est fait plaisir. Il a condamné l'État à verser 500 euros à repartir entre les 7 plaignants. Donc, se dire l'importance. Ce qui est en impair, j'en terminerai là sur la lecture de l'ordonnance, c'est que l'ordonnance principale du parti chrétien, donc démocrate de M. Poisson, est quand même une ordonnance de 20 pages, ce qui est très, très, très long. En référé, c'est plutôt 1 page et demie, maximum 2 pages. Donc, il a fait pareil pour les 6 autres demandeurs, mais je pense que le Conseil d'État a voulu jouer à la fois l'arbitre, mais il a fait beaucoup de pédagogie dans un référé en expliquant qu'on ne peut pas ouvrir les lieux de culte, comme l'a expliqué M. Moussaoui, à tout va dès aujourd'hui, dès dimanche prochain. La question Aïd, islam, musulman n'apparaît pas dans l'ordonnance, mais je pense qu'en filigrane, il y a aussi cette question qui a circulé dans les couloirs. Oui, alors, M. Moussaoui. Oui, je pense qu'effectivement, frère Tarek a bien raison de rappeler toutes ces données de l'ordonnance et de la décision du Conseil d'État. Et vous savez, en matière de liberté religieuse, le Conseil d'État, il a toujours été constant. Cette liberté, elle ne peut être limitée que proportionnellement aux impératifs, soit de l'ordre public. Lorsque je dis ordre public, la protection sanitaire y rentre dedans. En fait, c'est l'ordre public dans son acception la plus générale possible. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, qu'il y ait une telle décision. Dès lors qu'il y a une interdiction générale et absolue d'une certaine liberté religieuse, automatiquement, le Conseil d'État s'élève contre cette interdiction absolue générale et demande qu'elle soit proportionnée au but recherché. Là, en l'occurrence, le but recherché, c'était la protection de la santé, qui est aussi une valeur constitutionnelle, comme il vient de le rappeler Tarek. Et donc, ces deux valeurs constitutionnelles, il faut les concilier avec des contraintes et des réglementations proportionnées dans les deux sens. Ouais. Alors la bonne nouvelle, la dernière, j'en terminerai là, cher Christophe, chers auditrices, auditeurs, c'est que j'ai parcouru un petit peu aujourd'hui les positions des différentes associations dites musulmanes. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et je suis pas très Facebook, mais plutôt un peu Twitter et un peu Dépêche. Et la prudence règne dans les commentaires de tous les musulmans de France, en tout cas des responsables. Et beaucoup disent combien même on aurait été autorisé à rouvrir le dimanche prochain pour l'Aïd, on ne le fera pas. Parce qu'on n'est pas prêt, c'est ça? Oui, si vous savez, n'importe quel rassemblement aujourd'hui est source forcément de foyers de contamination. Les personnes qui fréquentent les plus les mosquées dans la communauté musulmane, ce sont les personnes âgées et donc les plus à même de subir, j'allais dire, une contamination au Covid-19. Très bien. Oui, Mohamed Moussaoui, parce que finalement, on n'est pas prêt, même si demain on vous dit vous pouvez rouvrir dimanche pour l'Aïd, la plupart des mosquées ne sont pas prêts par rapport aux gestes barrières, il faut adapter les choses. Oui, et puis la situation sanitaire est extrêmement fréquentée, je veux dire, c'est des milliers de personnes qui viennent dans les mosquées. Oui, tout à fait. Et la situation sanitaire de notre pays, elle reste précaire, quoi qu'on dise. Il y a une amélioration qui s'observe au jour le jour, mais là, on est à pas loin, en fait, à une semaine à peu près de déconfinement du 11 mai. Il faut attendre 3 à 4 semaines pour avoir vraiment les effets de ce déconfinement sur la situation générale, la situation sanitaire générale de notre pays. Donc, nous n'aurons pas une visibilité avant fin mai, début juin. C'est là où on aurait peut-être les conséquences de ce déconfinement. Est-ce que la situation se stabilise et qu'elle permette une deuxième étape de déconfinement ou malheureusement, si ça peut... en espérant que ça se produise pas de cette manière-là, il se peut que la situation ne s'améliore pas d'une façon significative et peut-être les pouvoirs publics seront amenés à la prudence et à la vigilance. Donc, nous disons à nos concitoyens de confession musulmane, c'est qu'il faut rester prudent. Un rassemblement comme l'Aïd, il va être forcément difficile à sécuriser du point de vue sanitaire. Ouais. Monsieur Moussaoui, et pour en finir, c'est bientôt la fin du Ramadan. Est-ce qu'on peut compter sur vous vendredi pour nous informer nos auditeurs de France Maghreb 2 quant au suspense qui perdure depuis de nombreuses semaines, à savoir quand est-ce que sera l'Aïd? Je crois que c'est vendredi soir que vous allez décider, c'est ça? Oui, tout à fait. On va dire que c'est un léger suspense puisque
La réalité, on va dire, les données astronomiques disent clairement Ouais. que le C'est 23 dimanche. ne peut pas être un jour de l'Aïd, c'est plutôt le 24. Donc après, Ouais. ça va être une formalité, on va dire le 22, mais en réalité, le suspense n'est pas là. Et comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que Si vous Alors, voulez, il y aura donc une réunion qui peut être physique ou en voilà, visio. est-ce que ça a changé ou pas par rapport à la désignation du Ramadan? Est-ce que Alors, pour l'instant, en fait, si vous voulez, malheureusement, le Conseil français du culte musulman depuis 2013, après avoir adopté le principe de calcul, il a fait marche arrière. Oui, on s'en souvient. Donc, toute cette période, donc 2013 à nos jours, il n'y a pas vraiment une règle fixe. C'est simplement un arbitrage entre les décisions des différents pays musulmans, puisque le CFSM se réunit avant le coucher de soleil, donc il n'observe même pas on va dire la lune. Monsieur Moussaoui, vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de tuer un mythe là, hein, quand vous nous dites Pardon? ça. Vous êtes en train de tuer un mythe à tous ceux qui pensent, et ils sont nombreux, hein, Non, que pour être vous honnête, réunissez à la mosquée de Paris pour regarder la lune. Ah non, la lune s'observe après le coucher de soleil. Or, les décisions du Conseil français de culte musulman interviennent 2 heures, voire plus, avant le coucher de soleil. Donc, c'est pas possible. Donc, on observe en Merci, fait. en tout cas, d'avoir été un des seuls, si ce n'est le seul, à avoir donné une réalité des choses. Merci, monsieur Moussaoui. À vendredi, donc on se reparle vendredi pour. Ça fera l'occasion de se reparler, quoi. cher Christophe. Oui, Tarek. Oui, alors, monsieur Moussaoui Oui. va essayer d'innover encore une fois, puisqu'il va essayer d'organiser une visioconférence entre les responsables religieux d'abord, qu'il souhaiterait éventuellement, si tout le monde en est d'accord, parce qu'on parle toujours au conditionnel, l'ouvrir à la presse dans la foulée. Et si c'est le cas, cher Christophe, vous assisterez à la visioconférence. Formidable. Formidable. Si toutes les parties acceptent Alors, bien sûr la demande et la démarche. bien entendu. Bougez pas, je lance la pub et on reste en live si vous voulez. Encore quelques petites minutes parce que Tarek Mami, j'ai 2-3 petites choses à vous dire et notamment des annonces importantes. Pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, monsieur, vous savez, franchement, je salue votre franc-parler. Voilà, c'est bien de l'entendre. Ça fait du bien de l'entendre parce que vous savez, quand nous on le dit avec monsieur Mami depuis des années qu'on le dénonce, on passe un peu comme des gens qui sont aigris, etc. Machin. Et là, c'est vous qui le dites, donc ça change tout. Bien sûr, on ne peut pas observer la lune à l'heure de l'Asr ou à l'heure de. Ah oui, non, mais je sais bien, mais ça fait partie des nombreuses choses qui font que. D'autant plus que si la lune se couche très vite après le coucher de soleil, il ne sera pas visible. C'est en fait, si vous voulez, il y a deux raisons de ne pas pouvoir voir la lune. Soit elle n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire après le coucher de soleil, il n'est plus là. En fait, il s'est couché avant. Et là, il n'est pas possible de la voir. Soit il est là après le coucher de soleil, mais à un court moment où il n'est pas possible de la voir. Parce que le rayonnement du soleil reste encore intense et donc la lune ne se voit pas. Et, donc là, on va se retrouver vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire la naissance de la lune, elle aura lieu vers 19h39 heure de Paris. Et en ce moment-là, donc nous, on se réunit déjà on s'est déjà réunis, donc la lune n'est même pas encore née. On va décider si elle est visible ou pas. Monsieur Moussaoui, monsieur Mami, Rudy Kassi, Philippe Boyaki, c'est ce soir, en tout cas, on le souhaite, peut-être la nuit de l'Aïd Qadr, puisque vous le savez que la nuit du destin se situe dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Et par tradition, j'ai envie de dire, c'est le 27e jour, en fait, la veille du 27e jour, que l'on fête. Alors, je ne sais pas si on peut parler de fête, puisque il ne s'agit pas de fêter, mais c'est vraiment spirituel. Célébrer, voilà, cette nuit si particulière qui peut rapporter beaucoup, évidemment. Alors, France Maghreb 2, Tarek Mami a mis les petits plats dans les grands cette année? Ça veut dire que depuis 20 ans, depuis qu'on a créé cette tradition, tous les ans, nous nous rendons dans une mosquée particulière où nous passons toute la nuit avec les fidèles, en passant donc du Coran, des psalmodies, des ibtihalat, quelques interventions, quelques durous. Et avec le confinement, donc on a fait ce que M. Moussaoui nous a demandé, on est resté chez nous, mais on n'a pas tout à fait quitté nos mosquées, puisque ce soir, de 23h jusqu'à 6h du matin, nous serons pendant toute la nuit, nous voyagerons dans plusieurs mosquées de France, on fera Lille, on fera Paris,
Clermont-Ferrand, probablement Dijon, peut-être Marseille-Nice. En tout cas, on est dessus. Et les auditeurs de France Maghreb 2, on va les accompagner ce soir. En général, ils ne dorment pas parce qu'ils lisent le Coran chez eux ou qu'ils font des activités religieuses. Là, on va la ramener par la radio sur tous les réseaux de France Maghreb 2, la radio FM, mais aussi Facebook, aussi Twitter, YouTube. On va la ramener, la joie des mosquées qu'ils n'ont pas eu pendant le mois, chez eux à la maison. Et donc, c'est une opération cette année en partenariat avec Musulmans de France. Il y aura donc Ahmed Jaballah, il y aura M. Bajrafil, il y aura une dizaine de personnes, je n'ai pas retenu tout le monde, mais on va essayer de veiller ensemble. J'allais dire comme on l'a fait, surtout les personnes de ma génération qui ont beaucoup vécu au Maghreb quand on était jeunes, on faisait ça tous ensemble dans les mosquées et dans la rue. Et ce soir, France Maghreb 2 donc, va renouer avec une vieille tradition islamique, tous ensemble, mais chacun chez soi. Magnifique. Ah oui, monsieur Moussaoui, voilà. Merci à France Maghreb d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs, c'est important. Merci, monsieur Moussaoui. À vendredi, monsieur Moussaoui. Merci beaucoup. Sarah Tolok. Merci beaucoup. Et puis, monsieur Mami, demain aussi, grand rendez-vous. Oui, alors demain, pour monsieur Moussaoui, demain, nous recevrons monsieur Jacques Attali pendant une vingtaine de minutes comme vous pour parler, alors chaque fois exclusivement de sa vision du Covid, hier, aujourd'hui et demain. Nous le recevrons dans quelques mois pour ses livres et pour son œuvre politique. Mais demain, nous souhaitons que les personnalités qui marquent notre pays, M. Moussaoui pour le CFCR, M. Attali qui murmure dans les oreilles du président, nous dit-on, soit sur France Maghreb 2, de manière à casser cette vision des radios communautaires, voire communautaristes, et que les personnalités de France, elles sont sur France Maghreb. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Sans oublier François Durper. Ah oui, François Durper, oui. On a eu François Durper, on a eu François Burga. Non, mais si vous voulez que je vous fasse la liste depuis 30 ans, je vais vous mettre tous les présidents de la République qui sont passés à la radio d'une manière ou d'une autre. Sauf Macron. Il n'est pas venu. D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça on l'a eu, Macron. On l'a eu dans la conférence de presse à Tunis avec une question. Oui, non, mais pour nous, rien que pour nous. On l'a pas eu. Oui, rien que pour nous, oui. Alors, on n'ouvrira pas le débat Macron, mais on verra ce qui se passera dans quelques mois. Et donc, Une précision, Tarek, Jean-Frédéric Poisson n'est plus député. Hein. Il avait perdu face à Aurore Berger aux élections législatives. Bon, comme vous êtes très pointilleux, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Je vous le dis. Alors, je vous remercie. Vous avez raison. Mais vous savez que dans ce pays, quand vous avez été ministre un jour, vous restez toujours monsieur le ministre. Et quand vous avez été député un jour, vous restez toujours monsieur le député. Et monsieur Mohamed Moussaoui, qui est aujourd'hui président, restera dans notre histoire. En tout cas, sacré pirouette, monsieur Tarek Mami. Hein, sacré pirouette. D'autant plus qu'il a déjà été président du CFCM, donc c'est pas un problème. En tout cas, pour nous, pour l'histoire, c'est fait, c'est fait. Ouais, mais je prends note qu'effectivement, il a perdu l'élection face à Madame Aurore Berger. Merci, Rudy, pour cette précision. Bon, alors merci, monsieur Moussaoui. Rendez-vous vendredi pour la destination de l'Aïd. Et monsieur Mami, allez vous reposer un petit peu. Vous allez avoir donc une nuit agitée ce soir. La nuit de l'Aïd Qadr sur France Maghreb 2. Et à demain, on se donne rendez-vous demain à 17h tous les deux pour interviewer monsieur Jacques Attali. Et bon courage à vous pour la suite de l'émission qui va encore continuer longtemps, Inch'Allah, puisqu'on est à la fois pendant le mois du Ramadan et à la fois la nuit de l'Aïd al-Qadr. Et c'est cette nuit que nous nous souhaitons, comme pour le jour de l'an, les vœux les meilleurs les uns pour les autres, de la bonne santé, de la longue vie et du travail en commun jusqu'au bout de la nuit. Sarah Tolok, Tarek, merci beaucoup. Merci. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Philippe Boyaki, avec Rudy Kazi. Nous avons longuement parlé donc de cette question à la une. Aujourd'hui, à savoir le Conseil d'État qui a ordonné au gouvernement de changer un peu sa stratégie, on en a parlé. Que dit-on sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe, avant que nous parlions du scandale de la RATP de notre invité dans un instant? Justement, je suis en train d'appeler notre invité. Donc, Rudy pourrait nous faire lecture. D'accord, pourquoi il ne sera pas avec nous en écran directement? Je ne sais pas, je l'appelle. D'accord, appelez-le donc, mon cher Philippe, très bien. Peut-être le temps pour nous de voir ce petit reportage, si vous permettez. Pourquoi, Rudy, pourquoi, amis auditrices, auditeurs, la Chine a reconfiné
une partie de la Chine, donc une région de ce grand pays aux plus de 1 milliard d'habitants. Regardez ce reportage. Mais quant à Vinet, la Chine, elle, se reconfine partiellement. Oui, la situation est de plus en plus inquiétante, de moins en moins rassurante, on va dire, là-bas dans la province de Jilin, c'est à la frontière nord-coréenne, dans le nord-est de la Chine. Les autorités viennent d'imposer un nouveau confinement pour 108 millions de Chinois, notamment dans la ville de Shulan, 700 000 habitants là-bas. Une trentaine de nouveaux cas ont encore été détectés là en début de semaine. Ça s'alourdit jour après jour. Les écoles sont fermées dans tous les quartiers qui sont isolés où on détecte les cas. Un seul adulte peut sortir pour faire des courses tous les 2 jours. Et tout le monde peut se faire dépister au Danemark. Tous les adultes asymptomatiques donc ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour savoir si oui ou non ils ont été touchés par le coronavirus. Le gouvernement danois l'a annoncé hier à ses 6 millions d'habitants en expliquant que c'était une façon de surveiller encore un petit peu plus la progression du virus. Le taux d'infection est à un niveau très bas au Danemark avec seulement une quarantaine de nouveaux cas entre dimanche et lundi. Et il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles poches d'infection, des poches cachées, c'est ce que dit le ministre de la Santé. Quant aux habitants du Chili, eh bien, manifestation parce qu'ils ont faim. Oui, c'est ça. De violentes manifestations contre la faim ont éclaté cette nuit dans la banlieue de Santiago, capitale vendredi dernier. Les manifestants protestent contre les pénuries alimentaires dans les magasins. L'activité économique tourne au ralenti depuis plusieurs semaines pour tenter de freiner l'épidémie dans ce pays qui a été secoué il y a quelques mois déjà pour une hausse du prix du ticket. Merci Quentin. Docteur. Voilà pour ce reportage, plutôt cet extrait de Bourdin ce matin chez nos confrères d'RMC. Rudy, est-ce qu'on pourrait peut-être y avoir droit, nous aussi en France, le fait de reconfiner ? Franchement, c'est un risque, hein. D'autant plus que en Chine, effectivement, c'était la région de Wuhan qui avait été fermée, on va dire, aux autres régions, ce qui rend la chose assez étonnante, puisqu'on pensait vraiment que tout était verrouillé. Et eux, en plus du confinement, les masques étaient du coup pléthore en Chine. Donc voilà, on se dit qu'il y a possibilité d'avoir aujourd'hui une deuxième vague en France, d'autant plus que, je rappelle, le conseil scientifique avait émis un avis défavorable à la rouverture des écoles parce que il y avait ce risque de contamination auprès donc, des autres enfants, bon, qui sont, comme on dit encore aujourd'hui, porteurs sains, malgré les risques de la maladie de Kawasaki qui donne de plus en plus de cas, et donc du coup d'infecter les enseignants ou les enseignants d'infecter les enfants et les enfants qui rentreraient à la maison pourraient à nouveau infecter leurs parents ou les parents eux-mêmes dans les transports en commun, là où le port du masque est obligatoire, mais en réalité, ça c'est pour la petite boutade par rapport à ce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de rupture, ben, on voit dans les transports en commun que la rupture, elle existe et que le respect des gestes barrières, passez-moi l'expression, mais il passe au-dessus de la cuisse et toutes les mesures qu'on avait dit qu'on aurait un siège sur 2 dans les transports en commun, c'est intenable. Je crois il y a 60 stations à Paris qui sont toujours fermées. Donc tout ça crée des engorgements en fait dans les lieux de passage les plus fréquentés, notamment aux heures de pointe, qui fait que le risque d'une deuxième vague existe. Et je trouve qu'on a beaucoup tué. Alors toi, tu dis qu'elle existe. Rudy, la plupart des professeurs te disent il n'y aura pas de deuxième vague. La plupart des chirurgiens. Non, mais après, justement, il n'y en aura pas de deuxième vague. Ce qui se passe justement, c'est que tu as des scientifiques qui disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, tu as des scientifiques qui disent que c'est un risque. Et moi, je pense que c'est un risque dans la mesure où, effectivement, on a fait, en fait, dans cette crise, on s'y est pris un peu à l'envers. C'est-à-dire, on a confiné avant d'avoir les masques, avant d'avoir les tests et avant d'avoir aussi les tests, les solutions hydroalcooliques. Parce que ces solutions hydroalcooliques aussi, il en manquait, comme les masques, les tests, etc. Donc, on a préféré confiner parce qu'en réalité, le confinement, c'est un peu le parent pauvre de la gestion de crise. On n'avait pas d'autre choix de le faire. Sauf on l'a présenté comme étant la solution idoine, quitte même à dire que les masques, bon, ça servait à rien, on savait pas trop comment les mettre, etc. Donc, gravissime gestion de communication, voire mensongère du gouvernement, pour in fine dire que les masques, on va les avoir après être déconfinés. Mais au final, les masques, on les a toujours pas. Moi, j'ai tourné dans 3 pharmacies, j'ai cherché des masques, ils les ont pas. Il y a pas longtemps, je suis passé dans des hôpitaux. Il y a pas longtemps, je suis passé dans l'hôpital, là. Pour rapidement, etc. Les masques, ils les donnent au compte-gouttes, quoi.
alors que bon, et là, il y avait besoin. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué de penser qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Moi, je l'espère, mais compte tenu de la manière dont la crise est gérée, elle est toujours aussi mal gérée, c'est la réalité. Il n'y a qu'à voir dans les transports. C'est bizarre. Les images des transports en commun, vous allez pas en voir beaucoup. Vous les avez vues seulement le lendemain, en fait, du déconfinement. On a montré quelques images, des engorgements, des gens qui ne pouvaient pas respecter les gestes barrières, mais on les voit pas trop à la télé. Vaut mieux pas montrer, en fait, cette réalité, sinon elle va mettre à mal donc ce que le gouvernement atteste de tous ses vœux, comme ça, on gère bien la situation. Justement, puisque tu parles des masques, il y en a un qui milite depuis un petit moment et son parti aussi, la France Insoumise, Adrien Quatennens, a rappelé que ce matin, il faut que les masques soient distribués de manière gratuite à toute la population française. Écoutez Adrien Quatennens. Ce que nous voyons en revanche, c'est que la date du 11 mai, à partir de laquelle nous avons procédé au déconfinement, a été un choix hasardeux qui n'est lié à aucune espèce de réalité scientifique, juste la nécessité de relancer l'économie, comme le dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire en réalité faire en sorte que après la crise soit comme avant. Moi, je pense que nous avons besoin, même si je souhaite de tout cœur que ça fonctionne, je vous le dis, Gérard Leclerc, parce que personne ne peut souhaiter qu'il y ait une deuxième vague d'épidémie avec ce que ça pourrait supposer. Personne ne le souhaite. Mais néanmoins, je pense que nous avons encore besoin d'attendre au moins au début de la semaine prochaine, sinon un peu plus, pour en apprécier les effets. Car comme moi, vous savez que le virus, il a un certain temps d'incubation, et donc il y a fort à penser qu'en desserrant les taux, quelque part, puisque le virus est toujours là, qu'il n'y a ni vaccin ni traitement, bien que la contamination existe et reparte dans le pays. Dès lundi 11 mai, quand nous avons observé ces images sur les quais des RER et les métros, j'ai besoin de vérifier que ces images que nous avons vues de gens qui ne sont pas toujours protégés, de foules qui s'amassent, eh bien, ne se traduisent pas ensuite par un effet de contamination qui serait plus important. Je crois que c'est... Voilà, Adrien Quatennens, donc qui milite pour les masques gratuits. Tu vois, il dit la même chose. Il dit la même chose que moi par rapport à la vision dans les transports en commun. Et la gratuité des masques, ça existe dans certains pays, notamment en Espagne, il me semble. Donc non, mais le risque est là. Après, moi, je vais pas être à charge du gouvernement pour dire que la raison du déconfinement est purement économique, parce qu'on voit quand même qu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Oui, mais après, si je me place du point de vue de la population, il y a des personnes qui sont dans une certaine précarité par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas travailler, et d'autres pour lesquelles le mi-temps partiel, en fait, ne marche quasiment plus, en fait. Donc, je peux comprendre que certaines personnes ont besoin d'aller travailler, mais in fine, le problème, c'est encore une fois qu'on ne sécurise pas suffisamment la population par rapport à ce déconfinement qui, pour les uns, peut être important, et pour les autres, est surtout important par rapport au développement économique de leur propre société, s'il en est Alors, de mon pouvoir cher Rudy, retrouver un peu les caisses des actionnaires. Pardon de te couper, mais il faut qu'on accueille notre deuxième invité. Il s'appelle Ahmed Berral, délégué CGT RATP Bus. Bonsoir, monsieur Berral. Ouais, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien et merci de m'avoir invité. Avec plaisir, d'autant plus que vous allez nous révéler un scandale que vous auriez repéré dans votre entreprise, la RATP. Mais avant toute chose, est-ce que depuis le déconfinement, vous voyez que ça joue le jeu? Est-ce qu'il y a moins de monde? Est-ce qu'on arrive à respecter les gestes barrières? Est-ce que dans les transports, vous rassurez ceux qui peut-être vont être amenés à les prendre dans quelques jours là? Comment ça se passe concrètement? Non, on va parler un peu sérieux. Il faut savoir que sur les lignes, je vais parler un peu des lignes que je connais de banlieue, Sarcelles, Saint-Denis, Blanc-Ménil. On peut pas respecter. En tout cas, les usagers ne peuvent pas respecter. Les bus, ils sont quasiment pleins. Là, je reviens du dépôt de Flandre. On voit que le 152, la ligne, elle est pleine à charger. C'est les 4 chemins. Il n'y a pas assez de bus pour transporter autant de personnes. Avant même le Covid-19, déjà, il y avait un souci de bus. Là, on est sur une fréquence de 70%, mais il n'y a pas assez de bus. Et à l'époque, on a interpellé combien de fois Pécresse pour lui dire de rajouter des bus. Je ne sais pas si la plupart des gens qui vont travailler à 5 heures du matin, on les voit bien comme on les charge comme du bétail. On ne peut pas payer une carte Navigo à 70 ou à 92 € et pour leur dire entassez-vous dans les bus. D'un côté, en banlieue, les bus ils sont chargés. Et si on prend du côté périphérique vers la Tour Eiffel, les bus, tout le monde peut s'asseoir. Et ça, c'est pas normal qu'il y ait une discrimination entre la banlieue et le Paris. Alors, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur Berral, c'est que vous avez repéré un courriel, un mail, donc de l'entreprise RATP, pour laquelle vous travaillez, qui, a priori, afficher les personnels grévistes à la RATP. Expliquez-nous tout. Que dit ce mail exactement?
Voilà, en fin de compte, il y a eu un mail qui a été dévoilé. C'est quasiment un mail, c'est un fichier complet. Hein. Le mail, c'était, il disait où son patron, il faut faire de la 100% production, attaquer la maladie, faire voir les grévistes. Voilà, c'est un mail avec un fichier où il y a, sur chaque colonne, il y a les femmes. On discrimine aussi les femmes parce que si une femme elle a un enfant, on va la bloquer à son avancement. Elle n'aura pas le bon salaire. Ça, c'est interdit. Toute personne qui a fait grève, ils sont catalogués dans une case et eux ne pourront pas être augmentés en fin d'année. Et ça, c'est interdit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a découvert ce mail, il y a un dépôt de plainte qui va être déposé suite à ce fichage qui est quasiment interdit. Hein. C'est pour ça qu'ils ont retiré le directeur qui se trouve à Bord-de-Marne. Et de là, qu'on a vu ce fichier-là, mais c'est honteux de cette part. On avait déjà entendu parler de fichiers énormes comme ça. Et là, on vient de tomber sur ce directeur-là. Et en plus, le pire, c'est que là, il vient de sauter. On l'a retiré de son centre-bus en attendant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Alors, Rudy, le fait qu'on fiche, ou Philippe, d'ailleurs, c'est une question à poser à notre invité, Monsieur Béral, qui est avec nous aujourd'hui. Le fait de ficher donc le personnel de la RATP, et en particulier celui qui a fait grève, est-ce que ça vous choque, Rudy Kazi? Ah bah bien sûr, c'est scandaleux. C'est des méthodes gravissimes en fait. Là, on n'est plus dans le respect en fait du travailleur. Tout ce qui importe, c'est de pouvoir, en réalité, pouvoir infliger en fait des traitements qui eux aussi sont totalement illicites. Hein. Voilà, c'est gravissime ce genre de choses-là. Maintenant, après, j'ai l'impression que c'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui. Sauf que quand les choses sont dévoilées, effectivement, on va crier au scandale. Et là, en l'occurrence, en tant qu'employé de la RATP, donc notre invité a totalement le droit. Mais la réalité, c'est que ces choses sont pratiquées depuis longtemps. Et c'est tout à fait indigne de la RATP ce genre de traitement. Moi maintenant j'aimerais savoir jusqu'où ça va remonter. Est-ce que le président directeur donc de la RATP va être saisi donc de cette histoire? Est-ce qu'il va devoir s'exprimer là-dessus, etc. Moi ce que j'aimerais c'est que ça puisse remonter au plus haut niveau, c'est-à-dire que même dans les masses médias on puisse en parler pour que ces traitements puissent cesser, parce qu'il y a d'autres événements de grève qui vont arriver dans les prochains mois où beaucoup de personnes de la RATP certainement seront invitées. Ouais, risquent de refaire grève. Quoi. Et en plus, c'est leur droit, c'est un droit, le droit de grève. Donc là, c'est même anticonstitutionnel que d'avoir ce genre de méthode. Et moi, j'espère qu'il y a des sanctions qui vont pouvoir tomber. Monsieur Béral, réponse à cette question de Rudy Kazi. Oui, on sait qu'aujourd'hui, par rapport à, on a retiré le directeur, mais on a le numéro 2 de la RATP, Monsieur Patrice Tobiza, n'a pas souhaité de parler de cette affaire-là. Bien sûr que bafouer le droit, mais il va dire quoi? Non, je suis contre, ou le fichage, il est pas réel, mais si on a un fichier qui est énorme, qu'on fiche des personnes grévistes, il y avait les femmes, il y avait les grévistes, et en plus, il y a les femmes enceintes. On fiche même les femmes enceintes. Celle-là, elle est fichée parce qu'elle est enceinte, mais son déroulement de carrière va bloquer. Ça aussi, c'est une discrimination et c'est interdit de ficher. Imaginez-vous si demain on fait un fichier, on mettait les blacks, les beurs et on les foutrait sur une case avec les blancs. Bon, on va les coter, qu'est-ce qui vaut les 3 personnes? Et ça, tout le monde sait que c'est interdit. Après, la raison, ces fichiers-là, on savait qu'il y en avait. C'est bien sûr que, mais c'est très rare qu'on dévoile, on trouve quelqu'un qui dévoile. On a eu un directeur qui est, excusez-moi du terme, pas très futé, ou parce qu'il y a un cadre, un de ses collaborateurs qui a sorti ce fichier complet, il l'a donné à une personne et on a réussi à l'avoir. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut que ça monte au plus haut niveau. Si on en parle aujourd'hui, plus c'est médiatisé et plus le directeur il prend cher. Si personne n'en parle, ça passe comme une lettre à la poste et les gens vont continuer à faire ça. Il y a combien de personnes dans le fichier, monsieur? À peu près, dans le fichier, c'est un dépôt, il doit y avoir entre 700 et 750 personnes dans son fichier. Ah ouais, quand même. Beaucoup, hein. Ah ouais. Oui, c'est un centre-bus complet. C'est le dépôt complet qui est fiché. Il n'y a pas que la grève. Il y a le nombre de maladies. Celui-là, il a fait tant de maladies. On va le bloquer. Mais la personne, si elle a des maladies, il y a des gens qui ont le cancer. On ne peut pas juger le nouveau salaire parce que la personne a le cancer. Et vous, qu'est-ce qu'on a dit de vous alors, Monsieur Béral? Sur quoi? Sur vous. Vous avez été fiché, vous? Moi, je suis fiché il y a bien longtemps. Je passe au conseil de discipline dans 2 semaines parce que je dénonce tout ça, toute cette mascarade de cette direction. Moi, je passe au conseil de discipline parce que pour des faits de grève, on avait bloqué les dépôts. Nous, on passe au conseil de discipline, on reste notre place ou prendre 2 mois de mise à pied. Mais les gens, des directeurs comme ça, qui fichent des personnes, eux, bizarrement, on n'entend pas parler ou sinon on leur fait rien quasiment. Alors, par contre, est-ce que vous pouvez nous donner... la plainte, elle a été déposée où? La plainte a été déposée où? Auprès de quel organisme?
Quel organisme? J'ai pas entendu. La plainte a été déposée auprès de quel La organisme? plainte, où est-ce que vous l'avez déposée? Ouais, la plainte avait été déposée au pénal. C'est l'avocat Borzakian qui est en train de prendre tous les dossiers en main et le fichage. Et c'est l'avocat de la CGT RATP qui déposera plainte contre le RATP parce que lui-même, toutes les personnes qui ont vu ce fichier-là ont dit non, c'est trop gros pour être vrai. Et le fichier, il a été authentifié et c'est très grave. On peut pas ficher des femmes enceintes. Encore on fiche des grévistes. Bon, partons sur le fait des grévistes. Mais imaginez-vous des femmes enceintes. La femme, si elle a un enfant, c'est merveilleux. Non, les RATP, quand vous avez un bébé, on vous bloque votre carrière. Mais c'est pas être crédible, ça. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, Monsieur Béral, que les bus, parce que c'est ce qu'on nous a dit, étaient tous désinfectés justement avant utilisation et qu'on aurait fait maintenant appel à une entreprise privée pour la désinfection des bus? Vous le confirmez? Non, là, faut savoir que là, on vient d'avoir un PV de l'inspection du travail et de la directe, hein, où elle a accusé, elle met en demeure les RATP pour non-respect de la RATP, pour non-désinfection, non-respect des réglementations sur tout ce qui se passe dans un bus. Non, le bus n'est pas désinfecté. Ce qu'on dit à la télé, la nébulisation, il y a la nébulisation. Le soir, on nettoie les bus, mais il faut savoir que le bus, quand il sort à 4 heures du matin, il rentre qu'à 1 heure du matin. Il y a des prises en station. Je vais expliquer. Un bus qui sort à 4 heures du matin, il y a une relève qui va être faite à midi. Ouais. Le chauffeur va reprendre son bus. Les gens, ils vont être encore dedans, mais il y a pas de nettoyage. Il y a un nettoyage dans la nuit, mais toute la journée, le bus, il n'est plus nettoyé. Et on dit aujourd'hui au machiniste de nettoyer son propre bus, de nettoyer son tableau de bord. Il peut dire, il peut pas le nettoyer, il n'a pas les éléments adéquats, il a une petite lingette pour nettoyer son bus. Et les usagers, je leur explique, hein, que si vous prenez le bus à partir de 11h30, ben, vous êtes sûr que le bus, il n'est pas nettoyé. Entre 4h et 10h du matin, ben, il a la chance, c'est les premiers sortants, qu'on appelle ça les premiers sortants, les premiers bus du matin. Eux ont un nettoyage de nuit. Et après, à partir de midi, ben, le bus, il est plus nettoyé. Personne ne peut le nettoyer parce que les bus, ils roulent sur circulation, ils rentrent plus au dépôt. Philippe Boyaki, toi qui as travaillé un peu à la RATP aussi. Ouais, j'ai fait partie. Ça t'étonne le fait qu'on fiche les gens comme ça, de la sorte? Non, m'étonner, non, parce que je savais que c'était des pratiques qui se faisaient et c'est ce qu'on appelle des pratiques sous le manteau. On l'a toujours condamné et dénoncé, mais là où c'est le plus grave, c'est que ce fichage ressortait suite ce qu'on appelle les commissions de classement. Chaque année, il y a des commissions de classement, des réunions où tous les managers se réunissent avec le chef de centre pour définir qui monte à l'échelle supérieure ou pas. L'échelon, ça se fait normalement automatiquement tous les 2 ans, mais l'échelle, il y a ce qu'on appelle des fourchettes, c'est au minimum 3 ans et au maximum 5 ans. Et on s'apercevait que certaines personnes passaient tous les 5 ans automatiquement. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et bizarrement, lorsqu'on regardait le profil de la personne, on se rendait compte que c'était souvent des gens de la CGT, un petit peu FO, rarement d'autres, je ne voudrais pas les citer, mais que on savait, parce qu'on a des copains qui évoluent, qui deviennent agents de maîtrise et qui nous disent comment ça se passe, qu'ils prenaient en compte, et ce qui est interdit, c'est illégal, l'absentéisme, mais sans se poser la question du pourquoi, du comment. Est-ce que, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un cancer? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un bras cassé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une TMS, un trouble musculaire squelettique dû à une maladie professionnelle? Et vous savez que lorsque vous êtes derrière le volant et que vous prenez toutes les vibrations toute la journée, et lorsque vous faites des gestes répétitifs, vous avez souvent des problèmes de canal carpien ou autre. Voilà, il y avait des femmes une femme qui est enceinte, qui s'arrêtent pour le délai juste avant ou juste après, ou qui ont une inaptitude parce que lorsqu'elle déclare qu'elle est enceinte, elle ne peut plus prendre le bus à cause des vibrations, etc. On la met dans une case qu'on appelle inaptitude. Ça aussi, c'était coché nombre de jours inaptitude. Et tout ça mis bout à bout, quand vous arriviez à la commission de classement, alors on disait, on va prendre ceux qui font 100% de productivité, voire même plus, ceux qui viennent avant leur service et qui font du temps supplémentaire, après leur service, qui viennent travailler sur repos, vous avez des champions du monde, des places qui développent des cancers 5 ans avant d'avoir pris leur retraite. Et donc, on s'apercevait que eux passaient toujours au minimum. Et celui qui prenait ses repos normaux, ses RTT, qui faisait du temps supplémentaire, mais parce qu'il y avait du retard sur ligne, et lui, il se retrouvait sanctionné. Alors, vous rajoutez à ça, ils font un classement, donc les premiers, donc ils passent toujours au minimum. Et puis après, par rapport à ce qui reste, c'est vraiment ce qu'on appelle la tête du client, mais en tout cas, ceux qui ont fait des jours de grève, alors je vous explique même pas, le type il s'est battu, il a perdu de l'argent pour se battre pour ses droits, qu'il a peut-être même pas obtenu, voire un minimum, et en plus
il subit la double peine. Pareil, dans ce fichier, il y avait les gens qui avaient pris des mesures disciplinaires, des mesures conservatrices. Il y a un code d'attente qui s'appelle le code 800, qui est, on estime que vous avez fait quelque chose et puis peut-être qu'à posteriori, en fin de compte, on vous réintègre, et y compris votre salaire lorsque vous avez au prud'homme et que vous gagnez, etc. Mais vous êtes fiché dans ce code-là en disant, monsieur, il a eu 8 jours, 10 jours, 15 jours dans ce code 800. Au combien même vous avez gagné après et que vous avez prouvé que vous n'avez pas été fautif. Et puis, attendez, quand vous revenez de votre congé de maladie, on vous appelle, on vous envoie ce qu'on appelle dans le jargon de la RATP des mouches de la BSP, la brigade de surveillance personnel. C'est-à-dire que ce sont des cadres qui sont là, qui sont comme des voyageurs mystères et qui regardent si vous avez bien eu un regard attentionné aux voyageurs, si vous êtes bien arrêté à côté de l'arrêt, si vous ne roulez pas à une cadence trop vite, etc., avec des temps de parcours qui sont inadaptés. C'est impossible. C'est-à-dire que si vous respectez le code de la route, c'est impossible, vous ne pouvez pas respecter le temps de parcours, parce que les temps de parcours sont faits par des Schumacher sur des jours en heure creuse, voire le samedi, voire même le dimanche quand il n'y a personne. Et quand vous êtes en semaine et qu'il y a plein de gens, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, mis tout ça bout à bout, cette pression qui s'exerce sur le machiniste ou la machiniste, vous êtes convoqué, on vous dit il y a une mouche tel jour qui a remarqué que vous aviez une oreillette qui traînait ici ou que la cravate n'était pas bien attachée. Donc, on vous fait une demande d'explication. On vous fait régulièrement ce qui accentue l'angoisse et le stress du travail, qui donne mécaniquement des arrêts de travail parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes à deux doigts de craquer, et donc vous êtes sanctionné tout le temps, continuellement, jusqu'à la fin, jusqu'à vous remplacer. Et bizarrement, tous les statutaires sont mis dans un panier, tous les agents qui ont le statut RATP, puisque maintenant c'est du droit privé depuis le 1er janvier 2009, une pression très forte s'accentue sur ces gens-là pour aller de plus en plus vers la révocation. Monsieur Béral, vous confirmez tout ce qui vient d'être dit par Monsieur Bourriaki? Oui, il a bien décrit la chose. Et en plus, quand il parle d'organisation syndicale, il faut voir sur le mail, il y a ce qui est très fort sur le mail qui envoie le directeur. Il dit faut laisser une place de côté pour notre organisation syndicale l'UNSA, avec qui on a des bonnes relations avec eux. Ça veut dire que l'UNSA a une place favorite dans le cœur de ce directeur, parce que ça, dans ce sens-là, c'est numéro 1, c'est l'UNSA, et il faut en sorte que tout se passe bien et c'est apaisé, et on leur donne des places. Voilà. Alors bouge pas, on se salue dans un instant, on se salue en live puisqu'on doit rendre l'antenne aux auditeurs de France Maghreb 2 et leur donner rendez-vous demain à 17h avec un rendez-vous exceptionnel. Jacques Attali, notre invité demain entre 17h et pour une vingtaine de minutes dans le LGF. Bonne soirée, Sarah Tolkom, dans un instant Medjahed, et on se retrouve nous à 19h pour parler islam. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Incroyable ce qui vient d'être dit dans cette émission avec Ahmed Beral, qui est délégué CGT donc à RATP bus sur tout ce qu'on a évoqué, notamment sur les bus qui sont pas nettoyés, vous l'avez compris, pas désinfectés, ou en tout cas que la nuit, sur le fait de ficher tout un dépôt quand même, y compris les femmes enceintes. C'est quand même hallucinant cette entreprise, quoi. Je sais pas, qui veut rajouter un mot là-dessus avant de conclure? Non, c'est grave. Non, mais de toute façon, moi, c'est pour ça que je posais la question pour savoir quel était le recours qui avait été donc décidé. C'est pour qu'à un moment donné, donc les RATP puissent, en tout cas le dépôt qui est concerné puisse donc prendre ses responsabilités et ne pas se dérober face donc à la responsabilité de ce comportement, et qu'il y ait des sanctions qui puissent tomber, et que des sanctions internes aussi puissent être opéré. Mais voilà, grosso modo, ce genre de pratique n'a rien à y faire. Déjà, comme je disais, c'est anticonstitutionnel, parce que chez les personnes qui grèvent, le grève est un droit constitutionnel en France, et voilà, on peut pas avoir de tels agissements. Et si effectivement, donc il y a eu une transgression, en tout cas sur la liberté, en tout cas pas la liberté directe de faire grève, mais en tout cas a posteriori des sanctions sur les personnes qui ont fait grève, normalement, il doit y avoir des sanctions exemplaires, logiquement. Il y a peut-être aussi le Conseil d'État qui peut rendre une décision par rapport à ça, si on prend acte du fait que les RATP a encore donc une qualité sur le plan public, en fait. Bon, eh bien, merci en tout cas à Monsieur Beral d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir alerté sur ce fichage. Donc, vous allez passer, vous, dans 2 semaines en conseil de discipline. Vous êtes la grande gueule de la RATP, on peut le dire, une des grandes gueules, c'est ça?
Ouais, une grande gueule, non. On va compte, on est là pour défendre tous les salariés. On est là pour les porte-parole du salarié et aussi pour les usagers pour dénoncer ce qui se passe. On peut pas laisser les patrons faire ce qu'ils veulent. Non, non, la RATP, elle appartient au public, elle appartient à nous qui se levons tous les matins pour aller travailler. C'est pas un patron qui peut faire sa loi et nous ficher et dire on ferme tous notre gueule et on y va. Non, non, non. La fois, à un moment donné, il faut changer la donne et c'est à nous de se battre pour garder cette entreprise et dénoncer tout ce qui se passe dans cette boîte qui fait croire à tout le monde tout est nettoyé. Non, tout n'est pas nettoyé. On met les usagers en danger. Ça, faut savoir le dénoncer. On sait leur mettre des PV quand ils payent pas leur ticket, mais il faut savoir aussi dénoncer, parce que du coup, les contrôles des PV, la gratuité des transports devrait être au jour d'aujourd'hui. On peut pas aujourd'hui dire à des gens qui n'ont pas de masque de leur mettre 133 € dans un bus. Ça, c'est honteux. Parce qu'on n'a même pas de quoi acheter une baguette, mais on va lui foutre on va lui foutre 133 de PV parce qu'elle n'a pas de masque. Mais il faut aller distribuer des masques à tout le monde gratuits. Monsieur Béral, Voilà. vous en avez eu des amendes pour ceux qui portent pas de masque? Ah oui, là, il y a la police dans les bus. Vous prenez Sarcelles, tout ça, les bus, ils sont contrôlés. Ils alignent les PV. Ils ont dit qu'ils doivent 133 €. Alors, au lieu de mettre un carnet de PV, comme on l'a dit, le policier, s'il avait un flingue et son 4 PV, au lieu de sortir sur 4 PV, il sortirait un masque et donner à chaque voyageur pour être en sécurité. Parce que là, le PV, c'est pas le rendre en sécurité, c'est tout. Voilà. Exactement. Sauf que des masques, il n'y en a pas, même pour la police. C'est ça pas le faux problème. aussi. Ouais. Merci, monsieur Béral. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Bon courage, les gars. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci, mon Rudy Kazi. Voilà, c'était animé aujourd'hui. T'étais un petit peu, t'étais pas seul. Il y avait Philippe Boyaki qui était là, qui était tous les jours d'ailleurs avec nous. On le remercie. Heureusement. Oui, heureusement, oui. Sinon, sans lui, l'émission n'aurait pas lieu, autant vous le dire. Voilà. Il y aurait eu quelqu'un d'autre, nul et irremplaçable. Ouais, bah oui, d'accord, mais bon, dans les médias, bon. En tout cas, merci mon Philippe. Voilà, je tenais à te le dire publiquement. Merci beaucoup pour ta patience, pour ton professionnalisme. Et voilà, aujourd'hui, tu as découvert un nouveau métier, ta disponibilité, bien entendu. Tu as raison, Rudy. Et voilà, donc il s'est mis à la réalisation d'une émission, ce qui n'est pas facile quand on ne connaît pas. Et il s'en est bien sorti. Donc bravo, mon Philippe. Rendez-vous demain, les amis, 17h, pour cet événement avec Jacques Attali et nos chroniqueurs. Je crois Samia Chiki, puisque demain c'est mercredi, ce sera le dernier quiz du Ramadan avec un cadeau à gagner offert par notre très charmante Samia Chiki demain. Bien entendu, bonne soirée à tous. Restez bien fidèles à votre radio et à votre page Christophe Le Grand Forum. Et surtout, restez chez vous tant que possible. Salam alaikum et Sahaf Tolkom pour ce soir. À demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.